J'avoue que dans la miniature, je voulais mettre chaotique avec 3 cas d'affilée, mais j'avais pas envie de me faire bannir de YouTube. Watchmen. Comme d'habitude, jusqu'à 8 indiqué dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoilers, parce que vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Watchmen est l'histoire de la policière Angela Barr qui habite dans la ville de Tulsa, Oklahoma, qui va devoir faire face à des suprémacistes blancs, un groupe terroriste ethnique qui veut persécuter les gens de couleur. Et à cette intrigue, on va évidemment rajouter le passé des Watchmen et des super-héros de l'époque. Watchmen est une série créée par Damon Lindelof qui a fait évidemment Leftovers, Lost, mais qui a aussi fait Prometheus. Personne n'est parfait. Il faut savoir que j'ai commencé le Watchmen d'Alan Moore juste après avoir fini la série, j'ai dû lire une 50aine de pages. En effet, de ces 50 pages que j'ai lues, je pense que c'est plus intéressant de lire le comics et ensuite de regarder la série. Mais si vous avez vu le film, ça peut vous aider un peu. Le film, pour parler rapidement, je suis pas méga fan, je trouve que c'est un film sympathique mais sans plus. Mais je trouve que les 3 œuvres, le comics d'Alan Moore, le film de Zack Snyder et la série de HBO sont compatibles. Et vu que c'est une série HBO, elle est évidemment disponible sur OCS. En tant que mec qui n'a donc pas lu le comics et qui est en train de le lire, j'ai passé un bon moment devant Watchmen, mais c'est pas vraiment la série qui m'a le plus extasié cette année. Ça reste une série sur laquelle on va débattre aujourd'hui, mais franchement, je vois pas mal de personnes faire des critiques d'épisode par épisode. Et déjà, vous me connaissez, je déteste le format épisodique, du coup, je me suis maté toute la série ce week-end en mode binge-watching. J'aurais pas pu faire de critiques épisode par épisode, parce que des une, ça fait pas assez de vues. Mais ensuite, parce que c'est pas vraiment une série à théorie, c'est pas vraiment une série où tu vas faire des spéculations sur ce qui se passe après. Chaque épisode te donne des réponses, te donne vraiment des spéculations sur la suite, mais pas à faire des théories à droite à gauche. Oui, il y a une sorte d'arc narratif général qu'on peut peut-être deviner au fur et à mesure des épisodes. C'est pas comme Westworld où semaine par semaine, t'as des épisodes qui apparaissent et c'est une sorte d'énigme que t'essaies de déchiffrer. Ce que je veux dire par là, c'est que je suis impressionné des gens qui ont fait ça semaine par semaine, parce que franchement, les 4 premiers épisodes, c'est des épisodes assez sympathiques, mais sans plus, quoi. Les 4 premiers épisodes, j'ai regardé, et si mes potes m'avaient pas dit que c'est bien, si Twitter m'avait pas hypé sur la série, j'aurais peut-être pas continué avec autant d'urgence. Parce qu'honnêtement, les 4 premiers épisodes, ils sont sympas, ils sont bien filmés, mais les enjeux, putain, ça met un temps à arriver quand même, hein. La deuxième moitié de la série est largement supérieure à la première, et je comprends que plein de personnes puissent s'ennuyer devant cette série. Le temps que les problèmes arrivent, le temps que l'enjeu soit bien mis en valeur, le temps vraiment que la série ait du sens à mes yeux, et vraiment elle t'agrippe émotionnellement, il faut attendre l'épisode 5 ou vraiment l'épisode 6. J'ai regardé les 4 premiers épisodes et je trouve que c'est juste du contexte, on t'explique un peu la situation, l'univers, et c'est très bien. Mais déchiffrer l'arc narratif, il faut attendre la fin de l'épisode 4, début épisode 5, où là tu comprends vraiment les enjeux de la série, et où tu dis putain, là j'ai envie de regarder vraiment tout d'un coup. C'est pas comme Euphoria ou Tchernobyl, tous les deux d'HBO, où tu t'enfiles ça à une vitesse incroyable. Là, pour que ça t'agrippe, ça prend du temps, et c'est peut-être aussi pour ça que la série va pas plaire à beaucoup de monde. C'est que contrairement à Westworld aussi, d'HBO, il n'y a pas vraiment d'énigme, du coup tu te poses pas vraiment de questions. Tu regardes la série durant ces 4 premiers épisodes et tu te dis ah ouais, bon bah il y a une histoire, enfin. Même de Mandalorian, j'ai regardé 2 épisodes, je me suis dit bon bah laisse tomber, je vais attendre la fin de la série parce qu'il n'y a pas d'histoire encore. Maintenant qu'il y a une histoire, maintenant que les 4 premiers épisodes sont un peu passés, que tu arrives dans la seconde moitié de la série où il y a vraiment les enjeux, tu kiffes vraiment à fond les personnages, tu comprends vraiment l'univers, il y a des backstories, c'est vraiment bien. Là oui, la série est vraiment impressionnante. Ça parle évidemment de racisme vu que c'est des suprémacistes blancs contre la police de Tulsa. Donc le racisme ça revient beaucoup, mais moins étonnamment que la religion qui a une place extrêmement importante aussi. On va se poser des questions sur la divinité parce que c'est quand même Dr Manhattan dans la série, l'un des personnages les plus puissants de l'univers de Watchmen. Et il y a un parallèle assez constant à la figure divine avec des plans sur Jésus à droite à gauche. L'église a une place importante dans la série, non pas la communauté mais physiquement le bâtiment de l'église avec un petit E du coup. J'aime beaucoup le parallèle entre la Bible, la religion et cet élément de fiction qui est Dr Manhattan, mais de manière générale la divinité. J'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur l'anonymat parce que dans cet univers-là, les flics ont le droit d'avoir un masque pour cacher leur identité, un masque qui leur permet d'être plus sûrs par rapport aux terroristes qui ne peuvent pas donc savoir qui ils sont et venir par exemple attaquer leur famille. La thématique de l'anonymat est utilisée de manière psychologique dans le sens où un masque, ça a plusieurs effets sur une personne. Ça permet d'utiliser sa colère, ça permet d'être plus libre, mais ça permet aussi de se cacher de soi-même et ça revient extrêmement souvent. C'est le fait de porter un masque, c'est une manière de ne pas s'aimer, de ne pas pouvoir s'apprécier et de ne pas réellement affronter ses démons. Donc la thématique de l'anonymat, moi je l'ai vraiment adoré dans cette série et j'aime beaucoup vraiment tout l'univers qu'ils ont construit par rapport au masque,
masques par rapport au Vietnam, par rapport à Robert Redford. Le Vietnam, par exemple, est un 51e État des États-Unis parce qu'ils ont gagné la guerre avec Dr Manhattan. Robert Redford est président dans cet univers. Bref, il y a plein de détails comme ça qui créent un vrai univers. Et t'as l'impression que l'univers en soi a une backstory et j'aime beaucoup. Donc la construction de l'univers de la série était géniale. Là où ça pêche un peu niveau thématique, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'aspects très philosophiques à la série. Je m'attendais à beaucoup plus, peut-être c'est aussi mes attentes. Je m'attendais à plus de philosophie, surtout par rapport au personnage de Jeremy Irons, qui lui est dans une situation très particulière, mais vraiment ça va jamais de ce point de vue-là. Ça parle plus de l'esprit humain, plus d'un point de vue psychanalytique que philosophique. Et c'est pas une critique en soi, juste je m'attendais à plus de philosophie, surtout quand t'as de la divinité, t'as de la religion, la place de l'homme est souvent mise en valeur par rapport à des principes philosophiques. Là c'est vrai que c'est plus psychologique, plus psychanalytique, avec les personnages qui vont parcourir des événements difficiles, qui vont les traumatiser, qui vont vraiment les rendre fous par exemple, etc. Aussi ça parle un peu de fascisme, mais ça on va en reparler en spoiler. Il y a aussi tout un aspect politique à la série, ils en parlent pas beaucoup non plus, mais c'est vrai que ça fait juste un peu forcé, parce qu'ils ont une figure politique qui est présente dans la série, juste pour faire référence à des événements actuels, ou des événements récents en tout cas. Ça parle jamais réellement de politique, ça parle jamais de réforme, ça parle jamais de manipulation politique, ou du moins pas beaucoup. C'est juste là pour être là, j'ai l'impression. Mais ça marche en tout cas avec la thématique du pouvoir et de la divinité, mais de manière vraiment pas très présente. Ils auraient pu beaucoup plus dresser un portrait politique comme un portrait divin, ça aurait été vraiment intéressant. Les hommes politiques aujourd'hui sont les personnages qui se rapprochent le plus des divinités, dans le sens où ils ont le pouvoir, ils ont l'argent, ils décident un peu notre vie à nous. Et la personne qui décide un peu notre vie, d'habitude dans la religion, c'est Dieu. Et là, c'est vraiment les hommes politiques. Donc j'aurais aimé que ce soit un peu plus abordé parce que là, c'est vraiment timide. Donc c'est vrai que si vous cherchez une série qui a quelques éléments intellectuels, qui te fait poser des questions, qui te fait réfléchir, oui, la série sera évidemment pour vous, mais c'est pas non plus un truc de fou quoi. Il y a des thématiques sérieuses, c'est bien abordé, mais c'est pas Westworld, c'est pas Tchernobyl, c'est pas à ce point profond je trouve. Maintenant parlons un peu de la série, des acteurs, tout ça, je trouve que déjà pour commencer avec les acteurs, ils sont vraiment tous très très bons. Moi j'adore Jeremy Irons, c'est l'un de mes acteurs préférés. Je l'adore dans son rôle, il est vraiment... il a de la portée on va dire, en tout cas, pour pas trop spoiler. À chaque fois qu'il est à l'écran, c'est sa série à lui et c'est lui qui domine l'écran. C'est sûrement l'acteur qui est le plus imposant dans la série. Aussi Regina King et son mari dans la série qui sont absolument géniaux. Donc il y a un vrai bon travail qui est extrêmement réussi. Mais moi, le personnage qui m'a le plus surpris, l'acteur de Will Reeves était vraiment excellent. Il a vraiment transmis beaucoup d'émotions et je l'ai vraiment adoré. Maintenant, mise en scène, une série HBO, d'habitude, ça se respecte. Et encore une fois, comme Tchernobyl, comme Euphoria cette année, incroyable. Je crois que mon plan préféré était le début de l'épisode 5, mais un plan absolument glaçant. Il y a plein d'idées de mise en scène, ils adorent les transitions de décor chez HBO en ce moment, on l'a aussi vu dans Euphoria. En gros, c'est prendre un personnage dans une pièce et le faire bouger dans la pièce sans que la pièce bouge, mais que le personnage bouge dans la pièce et en même temps traverse le temps. Par exemple, moi je pourrais faire ma vidéo là en train de parler et ensuite il y aura la caméra qui bougera vers la porte de ma chambre et vous me verrez rentrer 6 mois plus tard, un an plus tard par exemple. Donc ils tournent la caméra autour d'une pièce et tu vois vraiment ces personnages évoluer à travers le temps par rapport à leur décor. C'est un truc que j'adore énormément, qui se fait de plus en plus chez HBO, ils adorent ça, c'est un truc de fou. Mais c'est extrêmement efficace, c'est bien mis en scène, c'est quand même un travail de mise en scène assez intéressant. Il y a aussi énormément de plans larges pour te montrer vraiment les impacts de certaines choses sur l'environnement, que ce soit des environnements détruits ou nouveaux, il y a beaucoup de plans larges, et de haut d'ailleurs. Un vrai travail sur les transitions aussi, surtout au niveau du regard. On va transiter certaines scènes par rapport aux yeux des personnages, par rapport à la lune, mais c'est vrai que la lune c'est un peu facile, dans le sens où il suffit juste de regarder un objet rond et de faire une sorte de transition vers la lune. Bon, c'est banal, on l'a vu plein de fois, mais ça marche et ils travaillent beaucoup sur ça aussi, donc il y a des idées de mise en scène. Les scènes d'action sont vraiment bien filmées, c'est beaucoup de plans séquences, c'est vraiment extrêmement efficace. Il y a quand même un épisode en noir et blanc pour faire référence à la liste de Schindler et il est incroyable, l'un des meilleurs épisodes de télé que j'ai vu de ma vie. L'épisode 6 est un chef-d'œuvre de télévision, c'est clair et net. Ils ont aussi des transitions sur les personnages et là c'est vraiment difficile à expliquer sans spoiler, mais croyez-moi, les transitions de personnages où tu penses regarder un personnage mais c'en est un autre, c'est extrêmement prenant et ça sert vraiment à l'histoire. D'ailleurs toutes les transitions servent à l'histoire parce que ça montre ou la dualité d'un personnage par rapport à un autre, ou d'ailleurs la dualité intérieure, et c'est juste aux petits oignons quoi. Franchement j'ai adoré, la mise en scène était vraiment travaillée et il faut vraiment la féliciter. Et ensuite niveau rythme, c'est vrai que tu t'ennuies pas beaucoup dans la série, même si tu te demandes vraiment quand commence l'histoire, mais à partir de l'épisode 5, alors là c'est binge obligatoire, là tu ne peux plus t'arrêter, t'as envie de tout voir d'un coup, c'est absolument incroyable. Un peu
peu déçu quand même de l'épisode 9, que je trouve un peu problématique pour plein de raisons, on en parlera pas mal en spoiler, mais il était un peu facile et ça pose un peu la question sur est-ce qu'il y aura une suite ou non. Je pense aujourd'hui que même si je voudrais une suite, la meilleure idée possible pour bien conclure cette série, c'est de ne jamais avoir de suite parce que ça serait juste génial. J'ai été aussi surpris d'avoir beaucoup de musique classique, ils n'ont pas eux-mêmes composé, mais des compositions absolument légendaires de la musique classique, donc ça joue beaucoup sur ça. Il y a aussi beaucoup de symbolisme sur les livres qui sont lus dans la série. Je pense que quelqu'un se fera un plaisir de décortiquer tout ça en détail. Je crois qu'on voit 3 livres différents qui représentent chaque personnage à ce moment même, et c'est pas vraiment subtil au final. Tu vois genre les livres en gros, plus le titre, etc. Bon voilà, ils ont pas vraiment bossé la subtilité de ce point de vue-là, mais le livre est toujours en lien avec ce que vit le personnage à ce moment même. Encore une fois, beaucoup de décors différents, une photographie très léchée. Tu vois que c'est HBO, tu vois qu'il y a énormément de figurants par exemple. C'est con, mais quand t'as une série qui a pas beaucoup d'effets spéciaux, et la série en a quelques-uns surtout vers la fin, tu vois vraiment l'argent par rapport aux figurants, par rapport aux costumes, et tu vois qu'ils ont mis l'argent dans cette série. Et c'est vrai que là pour le coup, tu le ressens vraiment beaucoup, avec les effets spéciaux à la fin qui sont aussi très bien faits, mais les figurants, les décors, la taille de la série, tu sens l'argent et c'est juste plaisant quoi. J'ai eu quand même un problème par rapport au mixage son de la série. J'ai regardé les 6 premiers épisodes sur mon téléphone. À chaque fois, je devais ou augmenter le volume pour entendre les dialogues parce que la plupart du temps, ils sont en train de se parler, etc. Et souvent, ils chuchotent. Et puis la scène d'après, il y a une explosion, tu dois diminuer le volume et c'est vraiment, enfin, c'est pénible à gérer. J'avais le même problème avec The Boys aussi. Quand je suis passé sur mon PC, je me suis dit, bon, le problème va être réglé, j'ai un bon casque, etc. Pas du tout, au fait. Donc à chaque fois, je devais diminuer, augmenter le volume, c'était un peu problématique. C'est peut-être que moi, j'en sais rien, mais moi, ça m'a quand même un peu dérangé. Mais le gros point fort de la série, c'est évidemment le scénario. Mis à part le manque d'enjeu durant les 4 premiers épisodes, c'est vrai qu'après, c'est juste parfait quoi. L'épisode 9, j'ai un peu quelques problèmes avec, on va en parler après, mais c'est vrai que juste après, genre le 5, 6, 7 et 8, ça se regarde à une vitesse mais incroyable et juste tout le dialogue est parfait quoi. L'épisode 6, le scénario il est écrit d'une manière à être genre comme la liste de Schindler, dont ils font une référence par rapport à la jeune fille en rouge, et ça va être vraiment le fil conducteur de l'épisode 6, ça va être les couleurs et la manière dont c'est utilisé. Et comme pour la liste de Schindler, l'épisode 6 va utiliser la couleur pour montrer le trauma et justement l'innocence par rapport à l'obscurité humaine. Et de l'autre côté, l'épisode 8, qui est mon préféré avec le 6, il est narré d'une manière incroyable. Dans le sens où la narration va en lien avec les pouvoirs de Dr Manhattan et c'est incroyable. On va en parler après, mais la manière dont ils ont géré le montage, la narration, les dialogues, parfait quoi. C'est vraiment le genre d'épisode que tu regardes et tu dis putain c'est bien écrit quoi. Et si une série arrive à te faire dire putain c'est bien écrit, tu sais que c'est putain bien écrit. Pour conclure, Watchmen ça reste quand même l'une des meilleures séries de cette année, c'est évident. Je ne le pose pas sur un piédestal comme beaucoup de personnes, je l'ai vraiment beaucoup apprécié, mais c'est pas la meilleure série de l'année. Je vous la recommande quand même énormément pour le travail des acteurs, de la musique, de la mise en scène, du scénario. Il faudra quelques épisodes pour vraiment se mettre à fond dans la série, mais elle vaut le détour quand même. Et HBO, ils ont encore à mes yeux sorti une très bonne série. Est-ce qu'il fera face au temps? Je ne sais pas, ça sera peut-être l'une de ces séries qui sera sympa mais oubliée. On verra bien, ça dépend s'il y aura une saison 2 ou 3, etc. J'espère qu'il n'y en aura pas, mais si la série doit en avoir une, je serai ouvert à l'idée et je regarderai sûrement. Un peu déçu de la fin quand même, qui est pas vraiment en lien avec le reste de la série, mais on va en parler tout de suite. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip où vous faites un don ou vous regardez une petite publicité et ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et on spoil. La vraie question que je me pose maintenant, il est où le super-héros lubrifiant? Il a complètement disparu. C'est le seul mystère de la série. Où est Mister Lubrifiant? Blague à part, l'épisode 5, moi la scène d'introduction m'a vraiment glacé, c'était juste waouh. Avec la pieuvre qui tombe, qui fait des 3 millions de morts, Monsieur Miroir qui sort là à poil et il voit le monde mais complètement détruit, j'étais absolument scotché. La caméra qui recule, une scène mais incroyable et glaçante, il n'y a rien à dire. Et c'est là que j'ai adoré la série, c'est par rapport au backstory des personnages où vraiment leurs croyances sont toutes remises en jeu et c'est pour ça qu'on parle beaucoup de religion aussi. C'est que les croyances de Miroir, un personnage que t'aimes beaucoup, sont remises en jeu parce qu'il pensait que le calamar était une source extraterrestre. Il passe par un procédé psychologique qui vraiment l'anéantit et c'est un peu le processus de tous les personnages. L'épisode 6 avec Will, c'est vrai que lui aussi il est complètement anéanti quoi. Son rêve de devenir un flic est écrasé dans ce polar noir presque d'épisode. Il est écrasé par le racisme des suprémacistes blancs et il doit vraiment se cacher et son identité à lui.
s'accomplit pour devenir un super-héros et faire la justice de ses propres mains, certes. Et c'est vrai que je suis un peu déçu de ne pas avoir entendu plus parler des Minutemen. Il y a ces enjeux par rapport à eux, mais tu les vois pas énormément dans la série. Et j'aurais aimé peut-être en savoir plus. Peut-être ils sont beaucoup plus expliqués dans les comics que je suis en train de lire, mais pour l'instant, on verra. Épisode 6, c'est un polar noir. J'ai adoré la mise en scène, j'ai adoré vraiment le parcours psychologique de cet homme qui a été vraiment détruit et reconstruit. Pareil dans l'épisode 7 où c'est Regina qui elle aussi face à ses croyances, où elle doit revivre sa vie qui est difficile et comprendre ce qui s'est passé avec son grand-père. Et les transitions entre son grand-père et elle dans l'épisode 6, mais incroyable. Celle qui m'a bluffé, c'est quand il met son maquillage pour la première fois et tu vois dans le miroir. Parfait quoi. Un peu déçu quand même du personnage de Blade qui n'a pas vraiment de développement de personnage, du moins pas beaucoup, c'est un peu dommage, surtout la relation qu'il a eu avec Dr Manhattan. Tu t'attendais à beaucoup plus mais au final on n'a pas eu grand chose. Et c'est vrai que pour le coup là j'ai l'impression qu'il faut lire les BD, j'ai l'impression qu'il faut voir le film pour comprendre un peu ce qui se passe par rapport à elle. Elle n'a pas vraiment eu le droit à faire grand chose dans la série, tu penses que quand elle arrive au début de la saison elle va être vraiment hyper importante et au final il a une importance assez secondaire. Mais c'est vrai que l'épisode 6 on pourrait en parler en détail, il y a plein de scènes extrêmement marquantes comme celle du théâtre, celle en bullet time justement, à la Matrix où la caméra tourne autour du personnage. Le délire liste de Schindler qui est abordé dans l'épisode 5 et qui revient dans l'épisode 6. À chaque fois que le personnage de Will voit quelqu'un qui est mort de son passé, ces personnages sont colorés mais tout le reste est en noir et blanc. C'est un épisode absolument parfait. J'aime beaucoup d'ailleurs parce que la liste de Schindler ça parle pas des camps de concentration mais ça parle donc de la pieuvre qui est tombée sur New York parce que c'est en effet le plus gros génocide de l'univers de la série. J'ai beaucoup aimé Jeremy Irons et le personnage d'Ozymandias parce qu'il avait vraiment un hubris absolument incroyable. Il se prenait pas pour de la merde, il a vraiment voulu que toute l'humanité sache que c'est lui qui a sauvé le monde, tellement qu'à la fin c'est son hubris qui le fait perdre et sûrement finir en prison. Et j'aime beaucoup sa folie, il devient de plus en plus fou au paradis, justement il pensait être un paradis, lui qui voulait vraiment l'appréciation, il s'est rendu compte que le paradis, et c'est un peu l'une des thématiques aussi, dans le paradis si tu as tout qui t'est donné, ta vie n'a aucun sens, il faut combattre, il faut avoir un objectif et c'est le seul moment un peu philosophique de la série, c'est par rapport à ce personnage qui en cherche d'objectifs, qui l'amour qu'il recherchait tant n'était plus suffisant et il avait envie de prouver cet amour et qu'il le mérite réellement. Donc pour moi c'était vraiment les meilleures scènes de la série sur cette lune de Jupiter Europe et tout son développement de personnage je l'ai trouvé brillant. C'est quand même un bon exemple de anti-héros je trouve qui veut vraiment sauver le monde mais en faisant énormément de sacrifices et son évolution psychologique par rapport à ça est très prenante. Maintenant parlons de Dr Manhattan, j'ai adoré son épisode parce qu'il est vraiment narré de la manière dont Dr Manhattan vit sa vie, il vit plusieurs moments en même temps et la série est faite de cette manière, on vit toutes les scènes de sa vie en même temps que lui, donc scène après scène on est à une époque différente et c'est en lien par rapport au dialogue. La scène d'après ça sera par rapport au dialogue de la scène présente, la scène d'il y a 20 minutes ça sera en rapport avec la scène dans 30 minutes, bref génial, un épisode qui est juste montage parfait, tout a été extrêmement bien ficelé, écrire ça a dû être un enfer mais ça valait totalement le coup. Et Lady Tree comme méchante était vraiment bien foutue aussi je trouve, une femme optimiste qui avait un rêve et qui s'est donné à fond pour l'avoir et elle l'a presque eu, et j'ai trouvé que c'était un bon méchant et elle aussi elle avait un plan depuis le début comme Dr Manhattan et c'est que le plan de Manhattan est assez touchant parce qu'il voulait se sacrifier pour que personne n'ait ses pouvoirs. Il s'est rendu compte que même lui avec ses pouvoirs c'était pas une bonne option. C'est là que j'ai un problème avec la fin de la série, c'est que tu penses que cet œuf qu'il a donné à la fin c'est un œuf qui contient ses pouvoirs et du coup elle pourra marcher sur l'eau. Le problème c'est que si cet œuf contient ses pouvoirs, la thématique de la divinité des pouvoirs n'a aucun sens pour la série. L'idée de la série c'est de dire que personne ne devrait avoir autant de pouvoirs, ni Ozymandias ni Dr Manhattan, absolument personne, et qu'il faut éliminer cette forme de pouvoir comme ça serait une métaphore pour les armes nucléaires ou ce que vous voulez. Ils parlent justement des armes nucléaires, ils disent que ça fait penser aux gens qui sont en sécurité, et c'est peut-être un peu le cas. Mais là, quand tu donnes l'œuf à cette femme-là et tu penses vraiment qu'elle a des pouvoirs après, ça n'aurait aucun sens d'un point de vue thématique. Donc ça finit sur elle qui se pose un pied sur l'eau et tu ne sais pas si elle a des pouvoirs ou pas. Et tant mieux au final, mais il ne faut pas de suite parce que s'il y a une suite, faut ou décider si elle a des pouvoirs ou pas, ce qui serait un peu dommage, c'est bien d'avoir une fin plus ou moins ouverte. Mais si elle a des pouvoirs, c'est vrai que ça gâche toute la thématique de la série et ça n'a aucun sens. Le but de la série, c'est de dire à l'humanité qu'il faut que personne n'ait autant de pouvoir entre ses mains. En tout cas, je vais m'arrêter là pour la critique de Watchmen. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Avez-vous adoré, détesté dans les commentaires? Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien dans la description et dans le commentaire épinglé. Vous regardez une petite pub et moi ça me fait un peu d'argent ou vous pouvez faire un petit don. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives. Suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.